Suffisant? Ben, je crois que nous sommes à l'antenne, si... Non. Ah si, j'ai vraiment l'impression. Alors dites-moi, vous faites le journal, j'assure le journal de 20h et vous assurez celui de la lorgnette demain. Non, on va avoir des tas d'histoires. Demain je fais 13h, 13h20, vous enchaînez avec la lorgnette à 13h20. Entendu, entendu, on se revoit tout à l'heure. Hein? D'accord. Madame, Monsieur, bonsoir. France 4, Angleterre 3. Les supporters du 15 de France et Jean Gachassin qui était avec nous pour suivre cette rencontre cet après-midi à l'antenne et qui est de nouveau avec nous pour en parler dans quelques minutes. Les supporters et Gachassin ont eu chaud cet après-midi. À Twickenham, c'était de justesse. Politique, Jacques Chirac redit « Décrispons-nous » à ses collègues de la majorité. Corse, 9 commandos pacifiques occupent des terres qui devraient, selon les occupants, rester aux Corses. Spectacle, les Césars, les grands prix du cinéma français, les suprêmes récompenses vont être décernés à partir de 20h30 ce soir sur Antenne 2. Vous aurez la retransmission sur Antenne 2, seront décernés à la salle Pleyel à Paris. Chansons et tolérance, Michel Sardou a eu quelques problèmes hier soir et les jours précédents en Belgique. Nous aurons un reportage sur sa tournée. Petit problème aussi pour Jacques Martin, c'est pourquoi il était avec nous à l'instant et nous le retrouverons dans quelques minutes. Alors, Jean Gachassin, d'abord, cette victoire d'extrême justesse, 4-3, ça suffit pour être la seule équipe invaincue au sein du tournoi des 5 nations cette année, mais je dois dire que si le score avait été inversé, on n'aurait pas pu crier vraiment en se plaignant. C'est exact, on a eu énormément de chance. Je pense que ces Anglais, ces arrière-Anglais nous ont contribué à notre victoire et ont facilité ce résultat. Oui, mais je crois que par contre, devant, je crois qu'ils ont fait un match extraordinaire, devant. Oui. D'abnégation, de volonté, ils ont plaqué à tour de bras, mais enfin, on a été dominés. Est-ce qu'on peut dire que ça a été un match d'un engagement physique maximum? On a rarement vu de telle puissance sur un terrain, mais qu'il n'y a pas eu de phase sensationnelle. Non, c'est un match très difficile. Nous avons été dominés devant, nous avons été dominés également derrière. Et on ne pouvait pas attaquer, on ne pouvait absolument rien faire. L'équipe de France et Romeu a vraiment appliqué la tactique qu'il fallait faire aujourd'hui. Par contre, heureusement que les Anglais ont été mauvais derrière. Allez-y, attention, on peut te faire play, heureusement que les Anglais ont été mauvais. On va voir le résumé de ce match, passionnant de bout en bout, un point d'écart, c'est tout dire, c'était d'extrême justesse. Ce match Angleterre-France fut d'une grande intensité dramatique et à la fin de la première demi-heure, des minutes bien difficiles s'écoulèrent pour l'équipe de France en maillot bleu ici à droite. Une magnifique contre-attaque anglaise devant 70 000 spectateurs et sous le soleil revenu. Une contre-attaque qui échouera de peu, les offensives étant dans l'ensemble, Jean Gachassin vous l'a dit, trop compliquées. Les Anglais déchaînés dans les 22 mètres français. Une défense acharnée des équipiers de Jacques Fourou, chacun des joueurs ayant joué un match à l'énergie. Attaque relancée ici, mais l'ailier Slimane, à 2 contre 1, vous allez le voir, va sans doute commettre l'erreur de vouloir y aller seul. Ignel est à son côté pourtant. Le piège se refermait sur Slimane, c'était une belle occasion gaspillée. Les minutes passaient, le 15 de France à son tour allait échouer à 1 mètre de la ligne anglaise. Sur ce regroupement, vous voyez ici Bertrand qui s'échappe, qui cherche un équipier qui n'arrive pas assez tôt. Brive, Fourou qui tente à son tour de partir, qui tape au pied pour Sangali qui va surgir ici avec son bandeau blanc. Sangali qui va laisser échapper le ballon devant les poteaux. Un score de 0-0 à la mi-temps pour cette partie où nul relâchement n'était permis. À la 48e minute, Sangali allait retrouver une chance d'aller à l'essai. Fourou, Aguirre, Avrous qui surgit, Aguirre encore, et Sangali, c'est l'essai non transformé 4-0. Ignel qui avait manqué 5 buts dont 3 faciles, passait celui-ci 4-3, c'était le score final.
Eh bien, on se souviendra de ce dernier quart d'heure à Twickenham. La France menait 4-3. Elle a été dominée comme il n'est pas permis pendant un quart d'heure. Ce point-là, la France l'a défendu jusqu'à ses dernières forces avec une sorte d'héroïsme, Pierre. Oui, d'héroïsme, c'est bien le mot, car nous avons eu affaire aujourd'hui à forte partie. Nous savions les Anglais très forts au niveau de leurs avants et nous pensions les prendre sur leur point faible, c'est-à-dire sur les trois quarts. Mais là, voilà ce qui s'est passé, c'est que forts, ils étaient tellement sur les avants qu'ils nous ont supprimé toutes les balles sur les regroupements, ou plutôt la plupart des ballons, et contrairement au match contre les Gallois, nous avons manqué de munitions, ce qui explique que le jeu était resté assez stérile du côté français. Mais nous avons eu affaire à forte partie. Et puis il faut dire que le pack français n'a pas manœuvré comme il l'avait fait face aux Gallois, car comme le dit Pierre, ce pack anglais est une véritable révélation pour nous. Il a été fantastique aujourd'hui. Et je crois qu'on pourra dire que le mot miracle est un mot français, car il est invraisemblable que pendant le dernier quart d'heure, les Anglais n'aient pas finalement gagné. On s'en tire, l'équipe de France gagne par 4-3, la route du Grand Chelem, comme je disais tout à l'heure, reste ouverte, car nous sommes la seule équipe susceptible encore sur les 5 à pouvoir gagner le Grand Chelem. Et après ce qu'on a vu aujourd'hui, je crois que tout est possible à l'équipe de France. Et pourquoi pas? Je vous sens toujours optimiste, Roger, c'est chouette ça. Bon, le Grand Chelem, pour les non-initiés, c'est le sans faute, c'est tous les matchs gagnés. Bon, Jean, est-ce que vous partagez complètement ce qu'ont dit nos collègues? Oui, absolument, absolument. Oui. Il y a eu un match de devant héroïque et malheureusement en défense, dans la conquête du ballon, nous n'avons pas eu assez de balles pour pouvoir prouver, pour pouvoir faire quelque chose derrière. Dites-moi, contre Galles, on avait dit que les Français avaient très bien joué, un pack sensationnel, mais que c'était du rugby à 9. Or, on est à 15 au rugby. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce sens-là? Est-ce que les lignes arrière ont été mieux associées au jeu collectif? Aujourd'hui, c'était contre les Gallois, on pouvait jouer en rugby à 15, étant donné que nous avions des avants qui étaient conquérants. On aurait pu. On aurait pu. Oui. Et on devait. Et on l'a pas fait. Et on l'a pas fait. Ah, dites-le Tandis que contre l'Angleterre, il n'y avait que seul jeu pour pouvoir gagner aujourd'hui. Bon, on a été parfaitement adapté au jeu que nous Absolument, proposait... puisque nous étions dominés, nous n'avions pas de ballon, par conséquent, on subissait le match. Vous êtes aussi optimiste que Couder pour le Grand Chelem? Oui, c'est sûr, parce que vous savez, un match est un match. Nous avons été très forts contre les Gallois, on devait être très forts contre les Anglais, et la ligne d'avant a été héroïque, mais n'a pas dominé son sujet. Bon, merci d'avoir vécu cette journée avec nous sur Antenne 2. Alors, ce que nous disions, c'est que les Français sont les seuls qui n'aient pas été battus, mais ils vont encore rencontrer les Écossais et les Irlandais, et les Écossais ont battu les Irlandais vaillamment, 21-18 aujourd'hui à Murrayfield. Sur la pelouse de Murrayfield à Édimbourg, un match également très ardent mais plus ouvert entre Écossais en bleu foncé à droite et Irlandais. Les deux équipes étaient alors à égalité 3-3, mais sur cette attaque de Renwick et McGeechan avec l'arrière Irvine, l'ailier Gamel marquait en coin un essai non transformé, 7-3. Beaucoup de monde là encore à Murrayfield pour ce match. Les Irlandais se lançaient alors dans un spectaculaire match poursuite. Ils menaient 9-7 à la mi-temps. La rencontre restait très indécise. L'Écosse, toutefois, reprenait l'avantage, 11-9 sur un deuxième essai de Gamel, puis 14-9 avec une pénalité. Et sur cette touche longue, ce sera un autre essai marqué par le talonneur Madsen. Le score passait alors à 18-9 pour l'Écosse. Un quart d'heure à jouer, 18-12 pour l'Écosse, 21-12, mais à aucun moment les Irlandais ne renonçaient. Balle à l'Irlande ici, vous avez vu Morgan Wilson, l'ailier Grasse au pied. Gibson, qui jouait centre, poursuivait au pied lui aussi pour marquer un essai transformé. 21-18, mais il était trop tard, l'Écosse humiliée à Twickenham gagnait le match sur ce score. Les Écossais seront le 5 mars sur la pelouse du Parc des Princes à 15h et nos caméras aussi. Il y a encore du chemin à faire pour les coqs. Il faisait doux sur Twickenham, le temps était agréable, relativement agréable à Murrayfield. Il faisait doux aussi sur la France aujourd'hui, mais assez humide. En cette journée de départ en vacances des écoliers de la région parisienne, la circulation a été souvent difficile quand on voulait quitter la capitale.
et c'est assez compréhensible par les chiffres des spécialistes de la circulation, il y a eu 30% de plus de départs que l'an dernier par les mois de la récession et de la crise économique. Les températures ont été élevées pour la saison. Nous aurons demain le même type de temps, le matin très nuageux avec des pluies passagères, il y aura des éclaircies dans le sud. L'après-midi sera variable avec des pluies plus abondantes au nord de la Loire et près de l'Atlantique. Il y aura de la neige au-dessus de 1500-1600 mètres. Voilà qui va faire l'affaire des skieurs, parmi lesquels le président de la République. Il est à Courchevel pour quelques jours. C'est une chose qui va distraire les chroniqueurs politiques. Ils pourront juger le style du président sans qu'il soit question des élections, de la Constitution. On parlera ski et vacances et détente. Mais cela n'empêche pas la vie politique d'aller son cours. Dans la majorité, le chemin de l'apaisement s'élargit. C'est Jacques Chirac qui, aujourd'hui, lance un appel à la majorité, souhaite notamment un désistement automatique au deuxième tour et définit une sorte de code des bonnes manières et des bons principes. Il faut qu'il soit clair que nous sommes dans la majorité et qu'à ce titre nous soutenons l'action du gouvernement et que nous entendons assumer tous nos devoirs dans la majorité, mais que nous entendons aussi que soient respectés tous nos droits. Ensuite, j'ai voulu préciser que nous estimions nécessaire que la campagne soit empreinte de dignité, que l'on ne fasse pas de polémique au sein de la majorité, que l'on ne prête pas des arrière-pensées à un tel ou à un tel, et qu'il y ait une concurrence loyale entre les différentes listes de cette majorité. C'est nécessaire pour lutter efficacement contre nos adversaires du programme commun. Enfin, j'ai indiqué qu'il nous paraissait fondamental, dans le cadre du pluralisme organisé, qu'il soit très clairement affirmé dès aujourd'hui que le désistement serait automatiquement acquis et officiellement annoncé en faveur de la liste la mieux placée de la majorité par la liste qui serait moins bien placée par le suffrage populaire. Enfin, j'ai eu l'occasion de préciser que si les listes d'Union pour Paris avaient le plus grand nombre de sièges à la suite de la consultation électorale, alors, et en accord avec l'ensemble de mes amis, je serai candidat au poste de maire pour Paris. Quel est votre sentiment sur la lettre d'encouragement que M. Barre vient d'envoyer à M. Dornano? Écoutez, je ne mets pas en doute un seul instant que M. Barre ne fasse pas de différence entre des candidats qui soutiennent également son action et qui font partie au même titre et sur pied d'égalité de sa majorité. C'est le cas dans le 18e arrondissement de M. Le Tac, député, ou de M. Dornano. Et donc je mets cette lettre au simple compte de l'amitié personnelle et non pas du tout, je ne lui donne aucune influence ou aucune origine d'intention politique. Pourquoi vous plaignez-vous de ce que le pluralisme ne paraisse pas respecté dans la presse en ce qui concerne l'ensemble des candidats de la majorité? Tout d'abord, ce n'est pas moi qui me suis plaint, n'est-ce pas? C'est le groupe parlementaire du RPR qui a considéré que la façon systématiquement déformée, la sorte de délire verbal qui a essayé de transformer les intentions qui étaient les miennes ou le sens de ma candidature ont été véritablement développés de façon, je dirais, un peu indécente, à partir d'arguments dérisoires. Lorsque l'on prétend que je lance un défi au président de la République, que je lance un défi aux institutions, que je lance un défi au redressement économique et pourquoi pas à la paix dans le monde, n'est-ce pas? C'est absolument dérisoire. Or, cela a été développé simplement par quelques personnes, mais cela a eu dans la presse, sur les antennes de radio, de télévision, un écho considérable qui a fini par troubler un peu l'opinion publique. Et je dis, c'est scandaleux. C'est la raison pour laquelle mes amis du groupe parlementaire ont réagi de cette façon et je pense qu'ils n'avaient pas tort. Le leader du RPR souhaite par ailleurs que l'on réglemente l'utilisation des sondages en période préélectorale. Il l'a dit hier au cours de la radioscopie que lui a consacré Jacques Chancel. Le dernier sondage connu, réalisé par l'IFOP pour l'hebdomadaire Nouvel Observateur, fait voter fictivement l'ensemble des Français comme s'ils étaient tous parisiens. C'est un petit peu de la politique fiction. Dans ce cas, les Français, dans cette hypothèse, placeraient les listes de Jacques Chirac juste derrière celles de M. Dornano et assureraient le leadership au premier tour aux listes d'Union de la gauche.
Les écologistes, avec 9% des voix, seraient les arbitres au deuxième tour. Mais je tiens à souligner tous les conditionnels, les Français et pas les Parisiens, et politique fiction. Préserver le cadre de vie et de travail, la matérielle, mais aussi l'intégrité d'un pays, c'est l'action que les paysans corses ont entreprise dans la plaine proche d'Aléria, en occupant depuis une semaine 6 propriétés agricoles, 3 autres depuis cet après-midi, des propriétés appartenant à des rapatriés faillis, des propriétés qui allaient être vendues au plus offrant et que les Corses veulent voir rester aux Corses. Ces agriculteurs corses labourent sans autorisation des terres qui ne leur appartiennent pas. C'est une prise de possession symbolique sans doute, mais avec l'espoir d'obtenir à terme la reconnaissance du fait accompli. Leur action, bien que pacifique, embarrasse fort à la fois l'administration et les élus. C'est toute la politique agricole en Corse qui est mise en cause, avec d'abord le problème de la pénurie des terres qui bloque toute initiative. Aujourd'hui, pour vivre en Corse, une exploitation d'environ 25 hectares. Pour notre cas, nous sommes trois frères à vivre sur une exploitation de 17 hectares. Et nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous sommes 5 sur une exploitation de 15 hectares. Nous sommes obligés de partir si nous ne donnent pas de terre. Pour récupérer ce qui reste des terres disponibles, comme par exemple les domaines saisis par la justice, les agriculteurs placent leurs espoirs dans la création d'une SAFER, Société d'aménagement foncier et d'équipement rural, qui aurait un droit de préemption, une priorité à l'achat, et qui pourrait leur rétrocéder les parcelles au prix coûtant. Dans une vente aux enchères, seule une SAFER pourrait tenir tête aux sociétés financières et aux enchérisseurs étrangers. Dans cette revendication, les agriculteurs ne sont pas seuls. La SAFER est un organisme de droit commun. Si elle n'était pas créée, ça confirmerait d'ailleurs une chose que nous connaissons bien, nous autres autonomistes, c'est que toutes les fois qu'il s'agit de coloniser la Corse, on fait appel au droit commun contre ceux qui veulent empêcher cette colonisation. Et toutes les fois qu'il s'agit de la décoloniser, on crée au besoin des organismes spéciaux, en tout cas, on ne respecte pas le droit commun. Je suis partisan d'une SAFER, mais à la condition que cette SAFER prenne sa responsabilité et qu'elle soit au service de la Corse et non pas de capitaux importés. C'est curieux que cette SAFER est réclamée par les jeunes agriculteurs et par les syndicats, par la FDSEA notamment. Et puis, elle a des adversaires. Pourquoi ces adversaires et pourquoi une opposition si violente? Elle a des adversaires parce qu'on compare la mise en place d'une SAFER en Corse aux SAFER existant à l'échelon national. Or, ce n'est pas le cas. Là encore, nous sommes dans un particularisme et il est tout à fait normal qu'il y ait à ce moment-là des options différentes, aussi bien sur la constitution de la SAFER que sur les options à venir. Mais je crois qu'elle est nécessaire. D'ailleurs, la Corse est le seul département qui ne dispose pas d'une SAFER. Il faut la mettre en place, quitte ensuite à la voir évoluer et maîtriser ses actions. Et pourtant, dans une SAFER sont représentés les syndicats agricoles, les chambres d'agriculture, le Crédit agricole et le gouvernement. Cela paraît offrir toutes les garanties. Mais ces prérogatives sont telles, rachat de terres incultes, droit de regard sur les ventes, action contre les cumuls, que tout le monde est méfiant. Les uns craignent une ingérence dans l'exercice du droit de propriété, les autres estiment que les plus riches seront favorisés. 5% du territoire de l'île, 45 000 hectares de plaine permettent le travail des tracteurs. Là sont les 32 000 hectares de vignes qui assurent 60% du produit agricole. L'île est un pays, est une région qui consomme des produits qu'elle ne produit pas et qui exporte des produits qu'elle ne consomme pas. Et entre autres, parmi ces produits qui sont exportés, nous nous trouvons devant le phénomène de la monoculture de la vigne. Ce problème de la monoculture de la vigne, tous les experts internationaux et surtout de la communauté européenne le disent, c'est le problème le plus grave de la communauté européenne. Et il est évident que la Corse, dans les 2 ou 3 années qui viennent, va en subir de très très graves conséquences. Cette année, avec 2 300 000 hectolitres, la vigne aura rapporté à la Corse 250 millions de francs. C'est dérisoire, mais cette somme représente pourtant en valeur 80% des exportations de l'île. Avec une économie si fragile, chaque nouvelle menace peut mettre le feu aux poudres. Dans ce contexte d'inquiétude, le coup de force des jeunes agriculteurs sur les terres des colons faillis n'est plus qu'un aspect parmi d'autres d'une lutte de survie. En diplomatie, il va peut-être falloir inventer un terme qui corrige celui de détente dont on avait pris l'habitude avec plaisir depuis plusieurs années, tout au moins si les relations entre Washington et Moscou continuent à se détériorer.
Autrefois, je le sais bien, on employait le terme de tension. Est-ce que c'est celui qui convient, Patrick Clément? L'impression dominante, si vous voulez, est que la diplomatie soviétique, ou plutôt l'appareil d'État de l'URSS, a quelques difficultés à trouver l'attitude ou les bonnes réactions qui lui permettraient de contrecarrer efficacement l'offensive occidentale, plus particulièrement évidemment celle des Américains, sans troubler très gravement les relations entre l'Est et l'Ouest. Oui, nous avons parlé à plusieurs reprises ces derniers jours des actions à propos des dissidents soviétiques, des messages de M. Carter. Est-ce que vous avez l'impression que l'URSS est décontenancée? Écoutez, moi je pense que les Russes ne s'attendaient pas du tout à ce que M. Carter, à ce que le président Carter, par exemple, écrive une lettre personnelle à Sakharov. Jamais encore un président américain n'avait écrit personnellement à un dissident soviétique, même au plus célèbre. Et puis en quels termes? Je vous en lis une ligne. Vous pouvez être assuré, écrit Jimmy Carter, que notre peuple et notre gouvernement maintiendront leur ferme engagement de promouvoir le respect des droits de l'homme, non seulement dans notre pays, mais également à l'extérieur. Le style de Carter est là vraiment direct et même très très violent. Engagement, fermeté. Alors, on va vers quelle sorte de tension? Disons que les divergences entre les deux pays s'accentuent et s'accentueront autour de l'interprétation des accords d'Helsinki, et ce, jusqu'au 15 juin. Le 15 juin à Belgrade, toutes les nations confondues, tous les pays qui ont signé les accords se réuniront pour juger de leur application effective. En URSS, évidemment, et dans les pays de l'Est. Si d'ici le mois de juin, l'escalade continue, les Russes seront en difficulté, ou tout au moins sur la défensive, à Belgrade, évidemment. Alors, est-ce que l'application de cet accord peut remettre en question l'essentiel ou l'ensemble? Peut-être, et c'est bien là la question. Mais, ce qui est déjà prouvé, c'est que l'URSS, en juillet 1975, n'a pas estimé vraiment à sa juste valeur la portée dans son propre pays, dans les pays de l'Est et dans le monde entier, la portée de cet acte sur la liberté de communication des idées et des hommes. Je voudrais mentionner une curieuse histoire qui a pour origine Washington, mais sur laquelle nous savons encore peu de choses. Le gouvernement américain, par l'intermédiaire de la CIA, l'agence centrale Central Intelligence Agency, agence centrale de, bon, on pourrait dire d'espionnage, hein, je crois, Patrick, de renseignement, voilà, je ne trouvais pas le mot. Donc, le gouvernement, par l'intermédiaire de cette agence de renseignement, ont reversé des sommes importantes à des chefs d'État étrangers. Et l'on cite le roi Hussein de Jordanie et l'ancien chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Willy Brandt. C'est le Washington Post, le journal qui a lancé l'affaire du Watergate, qui est à l'origine de ces révélations, de ces fuites qui restent à confirmer. En Jordanie, à Bonn, en tous les cas, on dément, mais aux États-Unis, d'après des milieux proches du gouvernement, ce dernier, le gouvernement, aurait ordonné que cesse tout paiement de ce genre. Cela veut-il dire qu'il y a eu des paiements de ce genre jusqu'ici? Spectacle. Les Césars, c'est le sculpteur César qui a donné son nom aux récompenses suprêmes du cinéma français, décernées depuis l'an dernier sur le style des Oscars hollywoodiens. Ce soir, vous êtes conviés à la fête à partir de 20h30 sur notre antenne, une fête qui a pour cadre la salle Pleyel, où France Roche va pouvoir planter le décor. France Roche? Oui, en ce soir de la Saint-Gabin, le cinéma est déjà là pour couronner le cinéma. En effet, les récompenses ne sont pas décernées par un jury plus ou moins élitiste, mais par 1500 membres de la profession cinématographique, comprenant aussi bien des producteurs que des script girls, des scénaristes que des monteuses, des acteurs que des caméramens. Vous voyez ici Caroline Cellier. Un premier collège a désigné les finalistes pour chaque catégorie. C'est ainsi que les meilleurs acteurs de l'année, les meilleures actrices, les meilleurs films, les meilleurs seconds rôles seront désignés. Pour les meilleurs acteurs, on a cité Delon, Depardieu, Devers et Galabru. La meilleure actrice sera choisie entre Isabelle Adjani, Annie Girardot, Miu Miu et Romy Schneider. 4 films et 4 metteurs en scène se partagent un nombre important de nominations. La palme appartient déjà à Claude Miller pour son premier film La meilleure façon de marcher. Il a été cité 8 fois pour le prix du meilleur film, pour celui du meilleur acteur, pour le meilleur scénario, pour la meilleure musique, la meilleure photo, le meilleur son et le meilleur montage. En tout, 8 citations. André Téchiné pour Barocco a été cité 7 fois, Joseph Lozay pour Monsieur Klein et René Tavernier pour Le juge et l'assassin 6 fois. Vous voyez dans la salle Lino Ventura qui présidera la soirée, qui débutera par un hommage à Jean Gabin, président de l'an dernier. Jean-Yann, Philippe Noiret, que vous voyez ici, et François Perrier remettions aux lauréats les statues créées, donc, comme vous l'avez dit, par César. Michel Piccoli, que vous voyez derrière Philippe Noiret et Lino Ventura, remettra aussi les statuettes à ses camarades.
Qui remet le prix exactement en France? Lino Ventura? Lino Ventura est président de la soirée. C'est lui qui va décider que la soirée est commencée. Bon. L'an dernier, c'était Jean Gabin qui l'avait fait. Bon, je pense qu'ils ne nous entendent pas. J'aurais bien voulu lui poser une question ou deux. J'ai bien l'impression qu'ils ne vous entendent pas. Et c'est Philippe Noiret qui avait eu le prix l'an dernier. Philippe Noiret avait eu le prix, il n'était pas venu le chercher. Mais cette année, il le remettra à ses camarades. Bon, ben nous verrons ça à partir de 20h30, peut-être un petit peu plus tard si nous débordons, comme nous le disons en termes de métier, dans le journal. Merci François Roche. Politique et chansons, chansonnier, si j'ose employer le terme, pour Jacques Martin, qui est aussi rédacteur en chef de la Lorgnette. On peut dire chansonnier, Jacques? Non, j'aime bien rédacteur en chef. Alors, rédacteur en chef de la Lorgnette. Bon, enfin, et tolérance, je voulais ajouter. Hein. C'est le problème du moment. Dans ce domaine, avant de parler de Jacques Martin, disons que Sardou, Michel Sardou, a eu quelques problèmes cette semaine. Le chanteur français était en tournée en Belgique. Il a eu du mal à se faire entendre. C'était hier soir, à Bruxelles, au Forêt Nationale, où il y avait des gens pour, des gens contre et la police. Dans une heure, Michel Sardou chantera ces paroles percutantes « Tu as volé mon enfant, j'aurai ta peau » ou bien « J'ai envie de violer les femmes ». L'orchestre se prépare, le chanteur vocalise, et ce soir-là, ils sont des centaines à vouloir entrer non sur scène, mais dans la rue. Venus des maisons de la culture, des maisons de jeunes, des mouvements de libération des femmes et d'organisations de gauche, ils manifestent contre les messages portés par les chansons de Michel Sardou et l'accusent de racisme, chauvinisme, sexisme et violence. Mais la plupart d'entre eux désirent manifester dans le calme et procéder à une simple distribution de tracts. Pourtant, les forces de police étaient nombreuses, ce qui a donné lieu à quelques légers affrontements. C'est un métier d'homme. Je ne sais pas si c'est un métier d'homme, mais vous êtes en train de vous maquiller dans votre loge. Et pendant ce temps, il y a des centaines de jeunes gens qui hurlent dehors, Sardou, fascistes, violeurs et assassins. Ouais, fascistes, nazis aussi, j'ai vu ça. Ça me fait assez de peine d'ailleurs parce que je trouve ça très intolérant, très excessif. Je crois qu'ils ont oublié ce que c'était que le nazisme. Ils ne doivent pas savoir ce que ça veut dire, le nazisme. Ils font penser à ces gens qui peignaient des étoiles juives sur les devantures des boutiquiers juifs pendant l'occupation. C'est un peu ça. C'est très exagéré, c'est très partisan. Mais est-ce que vous pensez qu'ils donnent à vos chansons un rôle qu'elles n'ont pas? Bien sûr, ils exagèrent les choses d'une façon démente. Enfin, c'est pour servir je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que je vois pas quel est leur intérêt de toucher le tour de chant de Sardou. Enfin, ça changera pas, ça va pas changer le cours de l'histoire. Je pense pas. Mes chansons, en général, la plus grande partie de mes chansons, c'est quand même pour distraire. Il est vrai que dans toutes ces chansons, il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres. Bon, je pense à la chanson Je suis pour ou... Ces chansons ressemblent à un manifeste. Non, c'est pas un manifeste, c'est un cri du cœur, si vous voulez. Je me suis expliqué 10 fois là-dessus. Je ne suis pas pour la peine de mort, en fait, du tout. Ce que je regrette, si vous voulez, j'ai un instinct animal à ce moment-là. C'est-à-dire que si on touche à mon fils, c'est ce que je dis dans la chanson, je tue. Mais pour les manifestants, c'est un appel en faveur de la peine de mort. Je trouve que tous ces textes sont fascistes et incitent à des actes que je trouve complètement contraires à l'être humain. Toute notre action vise justement à ce que les gens qui viennent dans Forêt Nationale viennent écouter Sardou, mais également réfléchissent. Mais peut-être n'ont-ils pas envie de réfléchir. 9 heures, les manifestants dehors sont dispersés. Michel Sardou entre en scène. Son public, derrière le rideau noir, l'attend. À faire rougir les putains de la rage, à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. Deux réflexions de Jean-François Kahn.
Oui, bah d'abord, vous savez que les Belges ont un peu l'habitude comme ça de réagir à des chansons. Déjà, leur révolution, à eux, les Belges, ils l'ont fait à cause, enfin, je ne dirais pas d'une chanson, disons d'un opéra, mais c'était un peu la chanson de l'époque. C'est vrai. Hein, figurez-vous que c'est en allant voir un opéra qui s'appelait La Muette de Portichy, que d'un seul coup, parce qu'on y chantait un air sur la liberté, ils se sont levés, ils sont sortis dans la rue, c'est ça. Signal de la révolution. Et voilà, ils ont fait la révolution, et c'est pour ça que la Belgique existe. Alors, vous voyez, ils ont l'habitude. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième remarque, si vous voulez, c'est qu'il me semble que c'est intéressant. On est en train de renouer en France. On avait déjà renoué avec une chanson engagée, puis une chanson politique, et on est en train de renouer avec une sorte de chanson qui provoque l'événement, la bagarre de rue, la manifestation. Or, en cela, eh bien, on renoue avec une grande tradition française. La Fronde, par exemple, la Fronde est un événement qui a été provoqué par des chansons, d'abord des chansons contre Mazarin, qu'on appelle Mazarinade. Voilà. La Révolution française a été a été encouragée un peu par toutes sortes de chansons contre Marie-Antoinette, après l'affaire des Colliers, etc. Alors, je crois qu'on renoue, là, avec une grande tradition française, la chanson jouant un rôle politique, qu'elle soit de droite ou de gauche, d'ailleurs. Ça vous plaît, ça, hein? Ah, moi, je trouve ça intéressant. Dynamite héros. Hein. Jacques Martin a eu quelques petits problèmes, ça s'arrange, mais enfin, avec la lorgnette, il va falloir prendre des précautions quand on enregistre les hommes politiques, j'ai l'impression, Jacques. Hein. Racontez-nous cette semaine, en bref, là. Avec M. Peretti. Avec M. Peretti, ça s'est terminé très bien, comme dans un conte de fées, puisque ça s'est terminé dans la salle des mariages de la mairie de Neuilly, où nous nous sommes raccordés devant les photographes. Oui. Donc, vous voyez, il y a eu un happy end. D'un autre côté, je trouve que M. Peretti a innové en la matière, puisqu'on voyait brusquement, non pas un homme politique parler durement de son métier, avec des mots définitifs, mais brusquement s'adresser à nous, comme si nous étions des petits-enfants. J'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Soyez franc, vous l'aviez piégé, vous ne lui aviez pas dit à monsieur... Non, écoute, d'abord, ce n'est pas moi qui me suis. Je suis responsable en tant qu'un acteur en chef. De l'équipe. Mais de toute façon, il n'y avait aucun piège. Une caméra est une caméra. Disons qu'on a... Pas dit tout à fait que c'était pour la lorgnette. Pas tout à fait que c'était pour la lorgnette, mais on ne peut pas piéger les gens avec une caméra. Elle est là, il y a un appareil. Puis de toute façon... où était le piège? Vous savez, M. Chirac a dit qu'il fallait manier les sondages avec précaution. Paris Match, qui sort demain, vous consacre une étude. Je crois que vous êtes un cas social, vous êtes l'animateur numéro 1 de la télé, c'est certain. Jacques Martin va-t-il trop loin, dit notre confrère, et les Français jugent, ils sont à 62% pour ce que vous faites. Ça vous rassure, je pense. Hein. Bah vous savez, je suis ravi d'abord. Alors, mais ce qui m'étonne, il faut remarquer que les cadres et les professions libérales vous sont quand même moins favorables d'après ce sondage que les ouvriers et les employés. Mais alors attention, tout dépend de la façon dont on manie les sondages. Vous n'avez pas parlé comme M. Chirac. Parce que, évidemment, j'ai plus d'employés, évidemment, mais il y a peut-être plus d'employés en France que de cadres. Hein. C'est selon. Alors, est-ce que c'est cela, Jacques Martin, qui vous conduit à dire « J'ai peur ». C'est le titre d'un ouvrage que vous venez de faire paraître. J'ai peur, vous avez peur de quoi maintenant? J'ai peur, c'est le titre de la première nouvelle de cet ouvrage. J'ai peur parce que ma nourrice, vous l'allez voir, ma nourrice s'appelait Mademoiselle Bijard. Et ça m'avait un petit peu effrayé. Voilà, c'est le titre. J'ai pas eu le temps de le lire, mais il y a quand même une profession de foi sur le métier que vous essayez de faire au début. Vous nous la lisez en Oui, je vais vous le lire, c'est l'avant-propos de J'ai peur. D'ailleurs, dans notre métier, tout ne se passe-t-il pas en musique, zik-zik. Et lorsque le refrain déplaît, ou bien que les couplets y vont un peu trop fort avec la politique, ceux qui n'apprécient pas, sans hésiter un instant, vous giflent. Surtout, ne répondez pas, vous cesseriez d'être un vrai comique. Alors il faut se laisser faire. Vrangue, comme on écrit aujourd'hui dans les bulles, du bâton sur la tête, comme à Guignol. Les coups font partie de notre répertoire, et si nous mettons du rouge à la pointe du nez, c'est pour permettre aux gens de mieux pouvoir viser. Vous n'êtes pas candidat à la mairie de Paris? Absolument pas. Non, absolument pas. Je reste là en juge-arbitre et nous attendrons la décision ensemble. C'est sur cette information que se conclut le journal. Hélène Vida pour le dernier de la soirée. Et puis on se retrouve demain à l'antenne à partir de 13h et même avant. Midi. Bonne soirée. Midi, Jacques. Oui.